Célèbre pour ses safaris et ses grandes réserves d'animaux, le Kenya est moins connu pour sa façade maritime. Ses 600 km de côte, de la Tanzanie au sud à la Somalie au nord, offrent pourtant une profusion de beauté naturelle et d'aventures en tout genre. C'est sur l'île de Paté, la plus sauvage de la côte, à portée de bateaux des bandits venus de Somalie, que commence notre découverte des différents visages de la pêche au Kenya. Lamu est un point de passage obligé pour se rendre sur l'île de Paté. Comptoir swahili ravi au XVIIIe siècle par les sultans d'Oman aux Portugais, l'île, tout comme ses voisines Manda et Paté, ne compte ni route ni véhicule motorisé. L'unique moyen de transport de l'archipel reste donc le bateau. À plus de 5 heures de Lamu, au cœur d'une des plus grandes forêts de mangroves d'Afrique de l'Est, à la pointe de l'île de Paté, les 15 000 habitants de Fasa et Kizingitini subsistent grâce à la pêche. Ils ne comptent pas moins d'une douzaine de techniques pour attraper poissons, crustacés et fruits de mer. Baka a 48 ans. Fils de marin de l'ethnie des Badjouni, il pêche depuis près de 25 ans. Ce matin, comme la plupart des matins de semaine qu'Allah fait, Baka s'en va pêcher. Baka et ses 10 acolytes ne sont pas les seuls à tenter leur chance, alors que les premiers rayons du soleil dardent sur l'horizon marin. Le bateau de Baka est un dhow. Ces barques allongées, fabriquées en bois de palétuvier et flanquées d'une voile triangulaire, sont toujours construites selon les méthodes que les ancêtres de Baka, fiers marins arabes et perses venus d'Oman et du Yémen, ont amenés avec eux. C'est eux qui ont colonisé la côte kenyane et lui ont donné le nom de Swahili, mot qui signifie la côte en arabe. Avant d'être un pêcheur, Baka est un marin et un fin manœuvrier qui doit tenir compte en permanence des vents, courants, heures et amplitudes des marées. Dans ce dédale d'îles, de récifs et de bancs de sable, la navigation n'est pas facile et chaque manœuvre est rendue plus complexe par le poids de l'embarcation. L'Alizé, le Kaskazi, s'est levé plus tôt que prévu. Il a poussé le bateau de Baka vers un banc de sable. Avec la marée qui descend rapidement, le dhow risque de s'échouer. Baka doit rapidement trouver un passage pour regagner une zone plus profonde et remettre les voiles. Baka, Mohamed, Béchir et les autres pêchent à l'abri des vagues de la haute mer, en deçà de la barrière de corail et à marée basse lorsque les fonds sont les moins profonds. Ils utilisent une seine de 150 mètres reliée à chaque bout à plus de 500 mètres de corde. Ce genre de filet s'appelle Juya en swahili. Le signal est donné. Baka a choisi sa zone de pêche. Il laisse 4 de ses pêcheurs dans l'eau au bout de la première partie de la corde. Baka connaît bien les espèces qui peuplent les fonds marins de sa zone. Les cobias, les perches et les morues de rocher, sans oublier les raies, les barracudas et les poissons-chats. Alors que le dhow continue de filer à petite vitesse, la corde est mise en place. Puis, après 500 mètres, c'est au tour du filet aux mailles de 6 cm d'être jeté à l'eau. Dans sa partie centrale, il possède un compartiment piège en forme de nasse. C'est au tour des plongeurs d'entrer en action. Deux plongeurs, un pour chaque côté du filet.
Leur rôle est clé dans le succès de l'opération. Ils doivent s'assurer que le filet ne s'accroche pas au fond de l'eau, à un morceau de corail ou à des algues. Le filet va racler les fonds sur près d'1 km² en arc de cercle, poussant les poissons vers la nasse dans sa partie centrale. Une fois le filet et les 1000 mètres de corde mis en place, les 11 pêcheurs ne vont pas être de trop pour tirer le filet et le ramener vers le bateau. L'étale, la période de mer calme entre marée descendante et marée montante, pendant laquelle les courants vont s'inverser, ne dure qu'1 heure. S'il tarde trop, la marée va remonter et le courant qui l'accompagne venir ruiner leurs efforts. 8 tireurs de corde dans l'eau jusqu'à la taille luttent contre des milliers de litres d'eau. Leurs efforts joints à ceux des plongeurs se révèlent bientôt payants. Un des plus jeunes opère un croisement des 2 cordes. Les poissons sont pris au piège. On secoue la partie arrière de la corde pour effrayer les poissons et éviter qu'ils s'échappent. Le kilomètre de corde est petit à petit ramené vers le bateau, maintenant ancré à faible distance des pêcheurs. Le moment de vérité est arrivé. Baka et ses hommes, tout le cœur à la tâche, poussent le poisson vers la nasse. Aujourd'hui, la pêche n'est pas très abondante. Trop de vent, trop de vagues, diront certains, une eau pas assez claire et des poissons méfiants qui sont restés à l'abri des coraux ou à l'intérieur de la mangrove. Quoi qu'il en soit, il est temps de regagner Kizingitini qui est à près de 2 heures d'ici par vent contraire. Il va falloir tirer des bords. À Kizingitini, plus d'un homme sur 2 est pêcheur. Le poisson se vend 3 francs le kilo. Chaque pêcheur garde une partie des poissons pêchés pour nourrir sa famille. Le reste sera vendu à l'un des 2 ou 3 bateaux commerçants qui achètent les prises du jour et les conservent dans la glace avant d'aller les vendre à Fasa ou mieux encore à Lamu. À Kizingitini, il n'y a pas d'électricité et pas d'installation pour conserver le poisson ni le sécher.
Et comme dans cette partie de l'île, il n'y a pas de source et pas d'agriculture, les habitants n'ont que la pêche comme moyen de subsistance régulier. Est-ce que je suis déçu par notre prise d'hier? Bien sûr. La mer était boueuse et l'endroit que j'ai choisi plutôt décevant. On n'a pas eu de chance. La pêche, ça relève un peu du miracle. Certains jours, on ramène plein de poissons, d'autres jours, pas grand-chose ou même rien du tout. Non, vraiment, pour hier, la mer était trop chahutée. Baka, si tu nous racontais ta plus belle pêche. C'était pendant la saison des pluies. On était près de 15. On est allé près de la barrière de corail, la marée était véritablement au bon niveau. Ce jour-là, on en a attrapé tout un tas de poissons, 150 kilos. C'était moins difficile que ces jours-ci. Je préfère pêcher avec une équipe importante et avec de bons éléments qui sont prêts à se donner à fond. On aime attraper beaucoup de poissons, et plus on est, plus on en attrape. Non, ça n'a pas été trop difficile de ramener le filet au bateau avec toute cette quantité de poissons. Non, le problème, c'est que le temps a viré au vent et à la pluie et que la mer s'est mise à bouger dangereusement. On a quand même réussi à rentrer au port. Pour le moment, pêcher est ma seule et unique ressource. Si j'en trouvais une autre, bien sûr que j'envisagerais d'en changer. Que cherchent Hachim, Eder, Mohamed et leurs acolytes à marée basse, en bordure de mangrove, un filet à la main? Des crabes, des coquillages, de petits poissons? Non. De grosses limaces blanches en forme de concombre, roulant tranquillement sur le sable, près des zones coralliennes et qu'on appelle des bêches de mer. On les trouve à marée basse ou en plongeant à 2, 3, 4 ou 5 mètres de profondeur. Les pêcheurs du village de Majumwali, voisins de Kizingitini, sont devenus en 20 ans les spécialistes de la pêche aux concombres de mer. La plongée en apnée, méthode de capture la plus récente, remonte à seulement 5 ans. Les pêcheurs sont entraînés souvent assez jeunes à rester plus de 2 heures dans l'eau, ne remontant, disent-ils, que toutes les 3 minutes pour respirer. Nombre d'entre eux, allant de plus en plus profond, abîment leur tympan et développent des troubles auditifs. Kwa hivyo ndo tumefunga kazi hapa. Ndio kitaka kuonekana. Machunga yetu kwa leo. Atiwaje hali inaonekana kimewa nguvu. Aujourd'hui, la pêche a été bonne. Le kilo de bêche de mer sorti de l'eau se menait de 12 à 18 francs, 4 à 6 fois plus cher que le poisson. Hassan Ali, qui achète et transforme les bêches de mer, vient chercher sa matière première à la source.
Et oui, nous pêchons les bêches de mer. C'est devenu toute notre vie. Pendant longtemps, on ne les ramassait pas. Puis un jour, les Japonais sont venus. Ils nous ont parlé des bêches de mer et ils nous ont appris à les préparer. Aujourd'hui, on les pêche, on leur vend et ils les mangent. Vous faites un trou et vous videz l'estomac des concombres. Vous les faites bouillir, vous les laissez sur le sable une nuit et vous les faites cuire à nouveau. Puis vous les sortez et les faites sécher pendant plusieurs jours. Hey, Malaysia. Hassan Ali va donc évider les bêches de mer, puis les porter à ébullition plusieurs fois. Il récolte le fruit de son travail après plusieurs jours de séchage. Il touche 150 francs pour chaque kilo qu'il fournit au marchand de Mombasa. Ce dernier passe tous les 15 jours pour prendre livraison de sa précieuse marchandise. Les concombres des mers des pêcheurs de l'île de Pathé finiront leur vie sur la table d'un gourmet de Singapour, Shanghai, Tahiti ou Tokyo, assaisonné avec du jus de citron, du lait de coco, du sel et des oignons. Bon appétit! On rencontre une autre région de mangroves sauvages en se déplaçant vers le sud, vers Ngomeni. Cette région offre, elle aussi, des techniques de pêche originales. Le village de Kibaoni est constitué de plusieurs hameaux construits par des Bantous nomades de l'ethnie des Baranes, tranquilles et astucieux pêcheurs. Soso et Sami pêchent dans les bras de mangroves qui encerclent le village. Aujourd'hui, n'ayant pas de morceaux de poisson sous la main, ils sont obligés de se rabattre sur de la viande crue de poulet qui va servir d'appât pour attraper des crabes. Filets, sacs et appâts en bandoulière, Soso et son frère Sami rejoignent la partie du bras de mer qu'ils estiment le plus prolifique, fonction de l'heure et de la position de la marée descendante. Les deux garçons marchent pieds nus dans la vase sans appréhension. Contrairement à d'autres mangroves, les bras de mer proches de Kibaoni ne sont pas infestés de serpents ou de raies. Les jours de grande marée, certains bras de mer en train de se vider grouillent littéralement de crabes, petits et gros, avides d'un morceau de viande ou de poisson. La technique employée par les deux garçons est simple. Un bâton de palétuvier ramassé en venant est planté dans la vase. Ils y relient l'appât à l'aide d'un fil en coton, puis le jettent sur le fond du bras de mer. Après quelques minutes d'attente, le premier crabe se manifeste déjà. Sami est le premier à opérer. Pas trop près du crabe qui a mordu à l'appât,
Il positionne ses pieds et son corps de manière à ne pas projeter son ombre sur le fond et effrayer le crabe. La première prise est de bonne taille. Ça ne marche pas à tous les coups. Certains crabes, plus repus que d'autres, laissent filer l'appât quand celui-ci se dérobe sous leurs pinces. Les crabes sont gardés vivants à travers toute la chaîne, du négociant qui achètera leur pêche du jour jusqu'au restaurateur qui le servira. Les amateurs sont plus nombreux parmi les étrangers qui séjournent à Malindi que chez les Kenyans eux-mêmes. Une autre forme de pêche très répandue sur la côte kenyane est celle des filets dérivants à mailles larges, diarifa en swahili. Younous et ses pêcheurs sont originaires de Kizingitini eux aussi. Durant la saison sèche, de novembre à mars, ils vivent et pêchent à Malindi où la présence d'un marché organisé et de véritables débouchés garantissent des niveaux de prix 2 à 3 fois supérieurs à ceux de leur île d'origine. La première prise relevée est une raie chauve-souris encore vivante. Younous la neutralise en lui arrachant son dard. Laissés en permanence par 30 mètres de fond, après d'1h30 à la voile de Malindi, les filets dérivants sont relevés tous les jours ou tous les 2 jours. Les poissons sont dégagés du filet dans lequel ils se sont pris et débattus jusqu'à l'épuisement pour certains. Younous et son équipe pêchent également avec des palangres de fond, lignes de plusieurs dizaines de mètres de long, munies de 15 à 20 hameçons, auxquels sont accrochés des morceaux de poisson en guise d'appât. La palangre est placée sur le fond marin à l'aide de 2 lestes en pierre. Elle est relevée quotidiennement pour récupérer les poissons capturés et pour changer les appâts. Aujourd'hui, la pêche est plutôt bonne. Raies, snappers, petits requins, poissons-chats. Avant de repartir, le filet est remis au fond de l'eau à 30 mètres, lesté lui aussi par plusieurs pierres et signalé à son propriétaire par une bouée.
Wasa fish abo yo. Au papa. Sa fish lo. Alors Younous, qu'est-ce que tu as attrapé aujourd'hui? J'ai attrapé 7 requins. 7 requins? Oui, 7 requins. Celui-ci est un gros, un perlon. Et il pèse combien? Environ 15 kilos. L'année dernière, nous avons attrapé un requin qui faisait près de 200 kilos. C'était en mai. Ce jour-là, on est allé relever les lignes, les palangres. Nous avons essayé de hisser le requin à bord, mais on n'a pas réussi. On a dû se faire prêter un moteur pour le remorquer jusqu'au rivage. Oui, j'aime pêcher. C'est mon activité préférée. C'est également l'activité de mon père. Il est pêcheur. Et moi aussi, je suis un pêcheur. À la différence de nombreux autres pays africains, la chair de requin est très prisée au Kenya, surtout par les Griama, la principale ethnie de cette partie de la côte. Younous va en tirer jusqu'à 10 francs le kilo, alors que son poisson-chat ne lui en rapporte que 3. Il préfère d'ailleurs le ramener chez lui. Sa femme se fera un plaisir de le lui préparer au court-bouillon, sa recette préférée. Alors que le Kenya était réputé pour sa chasse au gros gibier dès le début du siècle, il a fallu attendre les années 50 et le passage d'un certain Hemingway à Malindi et Watamu pour qu'on s'intéresse à la pêche au gros au large de la côte, au-delà de la barrière de corail. Yann et Kevin sont anglais. Ils viennent de la région de Portsmouth. Yann pêche au gros depuis 5 ans et partage sa passion depuis maintenant 3 ans avec son collègue et complice Kevin. Aujourd'hui, ils embarquent sur le Neptune, le bateau le plus puissant de Malindi avec ses 280 chevaux. C'est aussi l'un des mieux équipés avec ses 8 lignes. Plusieurs sont montés sur des tangons pour éviter qu'elles s'en mêlent. La journée commence à peine qu'un premier poisson est déjà ferré. Il s'agit d'une bonite qui servira d'appât, vu que la journée est dédiée à la pêche aux appâts vivants, à vitesse plus ou moins rapide, selon les espèces recherchées. Yann enchaîne rapidement sur une seconde touche qui se révèle, elle, beaucoup plus coriace. Angus, le skipper de Neptune, passe le mot.
Il s'agit d'un requin. En général, les requins arrivent rapidement dans le sillage des appâts. Leur touche peut être très brutale, le requin avale et part en emballant le moulinet, ou elle peut être interminable. Le requin hésite, donne des coups de museau sur l'appât, il faut attendre longtemps avant de pouvoir le ferrer. Pour Yann, la touche est rapide. Le requin replonge d'un coup brusque vers le fond. C'est un requin mâle à pointe noire. Yann, Angus et Saïdi doivent agir vite, garder la ligne tendue. Le requin s'est tiré parti du moindre mou pour enrouler le nylon autour de son corps. Comme sa peau est abrasive, elle use le fil comme de la toile émerie. Angus prévient Saïdi de ne pas non plus le laisser filer sous le bateau. Il risque à tout moment de rompre sa ligne qui n'est que de 50 livres. La prise d'un requin d'une taille raisonnable est appréciée par l'équipage qui en conservera le produit de sa revente. Il est donc décidé de le ramener au port. Avec sa mâchoire terrible, munie de plusieurs rangées de dents tranchantes, et à cause de la force qu'il conserve même après avoir été sorti de l'eau, il ne faut pas plaisanter avec un tel poisson. Le gourdin reste encore la meilleure solution pour qu'Angus, le skipper, réussisse à l'assommer. Le requin est trop gros pour le sac. Les mousses vont devoir le fixer à l'arrière du bateau. « 50 kilos. Un beau poisson. C'est ton premier requin? Non, j'en ai déjà attrapé. C'est une sensation étrange. C'est toi face au poisson. Si tu pêches près de chez toi, tu attrapes de petits poissons, ce qui est déjà pas mal. Mais si tu viens dans un pays comme le Kenya, tu as la possibilité d'attraper de très gros poissons. Et quand tu en as attrapé un très gros, quelque chose se produit au niveau de ton cœur. Tu as alors envie d'en attraper un plus gros, et puis encore un plus gros. Tu te prends au jeu. C'est à cause de ça que je reviens ici année après année. La toute première sensation se produit quand tu sens une force à l'autre bout de la canne qui tire. Quand tu sais que tu as ferré le poisson, tu sens l'adrénaline qui parcourt tout ton corps. Tu entends ton cœur qui bat. C'est une poussée d'adrénaline, une bouffée d'air. Voilà ce que c'est. C'est vraiment super. Les sonneries à répétition sur le bateau avertissent les pêcheurs que les lignes partent les unes après les autres. La journée est prolifique en thon et en bonite. Leurs prédateurs, les poissons à rostre, ne sont donc pas loin. Espadons voiliers, grand espadon, marlins bleus, noirs et rayés sont nombreux dans les eaux kenyanes. Ils font du pays un haut lieu de la pêche sportive. Plusieurs records mondiaux IGFA y ont d'ailleurs été établis. Les marlins bleus femelles peuvent atteindre plus de 500 kg. La moyenne des marlins adultes est toutefois plus proche de 80 à 120 kg. Pas de chance. Par 2 fois, un marlin laisse la trace de ses dents sur l'appât vivant. À peine sorties de l'eau, les bonites encore vivantes sont préparées pour la pêche. Un crochet dans la gueule, un autre dans la peau du dos. Et les bonites sont remises à l'eau aussitôt. Nous avons mis en place de nouveaux appâts vivants. Pour un requin? Pour un requin, un marlin, un rambézi, un wahoo ou un kingfish. Vivant? Pourquoi vous utilisez des appâts vivants? Vivants, oui, car ainsi ils nagent.
Comme n'importe quel poisson, il devient une proie naturelle. Si tu as un gros poisson dans les parages comme un marlin ou un requin, c'est bien la meilleure façon de l'attraper. Yann ne croit pas si bien dire. La ligne part à nouveau, il fait un nouveau poisson. On va essayer de le relâcher, ok? Après avoir été bagué, le Karambesi est remis à l'eau. Va-t-il réussir à repartir? Poisson pélagique, le Karambesi a besoin d'être en mouvement afin que ses branchies puissent se remettre à filtrer l'oxygène. C'est un Karambesi, ce qui correspond à une carangue géante. Il y en a beaucoup par ici. On essaie de préserver l'espèce par ici. C'est pourquoi on les bague et on les relâche. Bravo. Bien joué, l'ami. Quand je boirai mon verre de vin ce soir, tu vas voir, j'aurai la main qui tremble. Super. La haute saison dure de novembre à mars, le temps de la mousson du nord-est, le Kaskasi. Il est accompagné d'un courant venu des Somalies, riche en poissons parce que chargé de substances nutritives qu'il prend dans les fonds marins de la pointe de l'Arabie. La deuxième journée commence fort. Kevin a ferré un espadon voilier qui vient de sauter plusieurs fois hors de l'eau en secouant la tête. C'est ainsi que les voiliers réussissent généralement à se décrocher s'ils sont mal piqués. Tout à coup, le voilier semble peser 1 tonne. L'espadon voilier, sailfish en anglais, fait généralement de 30 à 50 kg et 2 mètres de long. Ils sont nombreux dans cette partie de l'océan Indien. Les plus gros atteignent 3 mètres et plus de 80 kg. Il nage à une vitesse pouvant aller jusqu'à 50 nœuds en repliant sa majestueuse nageoire en forme de voile dans un sillon dorsal. À la différence du requin, le voilier n'est pas gaffé mais sorti de l'eau en saisissant son rostre. Question de respect pour ce superbe animal. En se débattant ou en attaquant l'appât, il s'est accroché l'hameçon sur le flanc. J'ai tout de suite senti qu'il était gros ou quelque chose n'était pas normal. Il a commencé à se battre, puis tout d'un coup, il s'est arrêté et est devenu vraiment lourd. Les gars ont dit qu'il est descendu d'un seul coup au fond.
Donc on a dû le remonter du fond marin par le milieu. J'avais l'impression de tirer à travers toute cette eau comme un point mort. C'est pourquoi ça n'a pas été facile. C'est dommage, pas vraiment le genre de choses que j'apprécie. C'est bien mieux quand il mord à l'hameçon normalement. On se bat, on le sort de l'eau, on le bague et on le relâche. Je suis un peu déçu, c'est triste. Mais c'est la règle du jeu. Il sera ramené à terre et vendu au marché, au moins quelqu'un en profitera. Mais je ne voudrais pas que ça se reproduise trop souvent. C'est bien mieux quand c'est un combat loyal. Quand le poisson saute, qu'on le tire sur le côté du bateau et qu'on le remercie avant qu'il reparte. Voilà, c'est comme ça. La prise suivante est un superbe coryphène jaune et vert. Saïdi et Festis l'ajoutent dans le sac avec l'espadon voilier. C'est au tour de Yann de se mesurer à un poisson à rostre. Un nouvel espadon voilier a attaqué un leurre. À la différence du premier, il a engamé normalement au niveau de la bouche. Yann et Kevin, adeptes de la pêche sportive, préfèrent relâcher les espadons s'ils ont été bien piqués. Le bagage est le meilleur moyen qui existe aujourd'hui pour surveiller la densité de poissons à rostre dans cette partie de l'océan Indien et assurer la pérennité de l'espèce. It's okay? Yes. Okay, be careful. La partie n'est pourtant pas gagnée d'avance. Pas facile de réussir à baguer un tel animal et à le relâcher. Il se débat tellement que Saïdi n'arrive même pas à lui retirer l'hameçon. Il réussit enfin et laisse filer l'espadon. 35 kilos. Il va vivre pour se battre encore un jour. Enfin, je l'espère. À cause de la marée, le Neptune ne rentrera pas au port de Malindi, mais viendra s'ancrer pour la nuit dans la splendide baie de Watamu. Les pêcheurs rejoindront donc Malindi en voiture. Le Kenya est encore l'un des rares endroits au monde où tu es pratiquement assuré d'attraper un poisson à rostre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent s'en vanter. Si tu regardes les moyennes à la fin de la saison, tu verras qu'ils attrapent vraiment un poisson à rostre par jour. À quel poisson préfères-tu te mesurer? À un marlin, je crois. Ce sont les plus impressionnants. Ils sautent, ils te donnent pas mal de fil à retordre, ils ne se laissent pas facilement attraper, si bien que lorsque tu as la chance d'en ramener un à terre ou d'en baguer un, tu n'es pas prêt de l'oublier. Je préfère pêcher avec une ligne la plus légère possible. C'est plus intéressant, tu sens le poisson à l'autre bout. Ça dure un peu plus longtemps. C'est un peu plus fatigant aussi, mais ça te laisse le sentiment d'avoir véritablement mis ta force et ton agilité à l'épreuve. C'était il y a 3 ans, nous pêchions avec Angus et nous avons attrapé 14 espadons voiliers et 2 marlins rayés. Tout ça dans la même journée. On a relâché environ 9 voiliers, les autres étaient mal piqués donc on a dû les ramener. C'était notre meilleur souvenir. C'était l'un de ces jours où tout le monde est heureux, tout le monde attrape plein de poissons et à la fin de la journée tu rentres avec 14 drapeaux.
Sa force, c'est qu'il pêche ici tous les jours, qu'il connaît le climat. Moi, je pêche ici 4 jours par an. Je ne suis pas capable de tout savoir. Je me fie à lui pour savoir où sont les poissons, à quels appâts ils mordent, quelle leurre les attire, quelle méthode employer pour les attraper. En définitive, je me fie aux gens d'ici. Le plus gros poisson jamais pêché au Kenya, un marlin bleu de 1247 livres, ou 562 kilos, a été pris à bord du Neptune en 1997 par un pêcheur allemand en tandem avec Angus Paul. Ça doit faire 19 ans que je suis skipper professionnel. Mais je pêche depuis que je suis né. Mon père a commencé à pêcher au Kenya il y a très longtemps et j'ai grandi ici. On n'arrête pas d'explorer de nouvelles zones. Tiens, les rivages du Nord Kenya, par exemple, on vient juste de les découvrir il y a peine 5 ans. Et la pêche au grand espadon aussi. Le Kenya est l'un des meilleurs endroits au monde, aujourd'hui, pour pêcher le grand espadon. Pêcher n'a pas vraiment de limite au Kenya. C'est tous les jours mieux et plus passionnant. Quel rapport entretiens-tu avec les pêcheurs traditionnels? J'ai un excellent rapport avec les pêcheurs traditionnels. Souvent, on les aide à sortir leurs lignes usagées avec nos moulinets. On va aussi à leur recherche la nuit, s'ils sont perdus. J'ai grandi avec eux, tu sais. J'ai passé toute ma vie au Kenya, je les connais tous. Oui, on a un bon rapport. Voile ou moteur, ligne ou filet, moyen de communication traditionnel ou moderne, la pêche reste la pêche. Et la façon de préparer les appâts, les leurres et les méthodes utilisées pour attraper les poissons au Kenya sont communes entre pêcheurs sportifs et pêcheurs traditionnels. Ce qui change réellement, ce sont les moyens dont dispose chacun. Quelle différence y a-t-il entre les méthodes utilisées par les pêcheurs sportifs et celles utilisées par les pêcheurs traditionnels? Ça n'a rien à voir. Imagine le marlin de 320 kilos qui a été attrapé l'autre jour. Si tu l'avais attrapé avec un de ces petits bateaux, tu serais probablement quelque part au large des côtes de l'Inde à l'heure où je te parle. C'est un peu comme Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, lorsqu'il raconte avoir été traîné en haute mer pendant plusieurs jours. Si sérieusement tu veux attraper un poisson de grande taille, tu dois sortir avec un bateau à la hauteur. Les bateaux utilisés ici pour la pêche sportive peuvent tous te permettre de ramener de très belles prises. La saison de pêche au gros au Kenya s'arrête en mars et ne reprendra qu'en août, même s'il reste du poisson durant la saison des pluies. Au plus fort de la saison, les pêcheurs au gros venus d'Allemagne, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud ou du Zimbabwe rivalisent chaque week-end. Ceux-ci sont dédiés le plus souvent aux compétitions. Un week-end à Watamu et le suivant à Malindi où des marlins de 92 et 98 kilos sont comptabilisés. Le plus gros tournoi de la saison se déroule à Kilifi. Cette année, pas moins de 37 bateaux sont en lice, venus de toute la côte, de Mombasa jusqu'à Malindi. Les bateaux sont skippés par des Anglais, des Kenyans, mais aussi quelques Italiens, Allemands et Sud-Africains. Le tournoi est un petit événement dans la communauté des pêcheurs, qu'ils soient kenyans ou étrangers. Un certain nombre de pêcheurs traditionnels sont d'ailleurs présents. Si la saison de pêche sportive s'arrête en mars, la pêche traditionnelle, elle, continue toute l'année. Mis à part les zones côtières proches de l'île de Paté ou des villes de Lamu et Mombasa, le poisson reste abondant au Kenya. Près des zones les plus pêchées, des réserves marines ont d'ailleurs été créées pour préserver la reproduction des espèces et protéger les fonds coralliens. La pêche encore très artisanale et peu développée sur la côte kenyane
pèse encore assez peu sur les ressources. Pas étonnant dans ce contexte que les poissons atteignent très souvent en Swahili une taille adulte supérieure à la moyenne.